Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. C'est Victor Hugo. Et si cette phrase vous surprend quelques-uns d'entre vous, c'est peut-être que la consécration, la considération du Panthéon a valu à Hugo une trop bonne réputation, celle qui le paralyse et le magnifie, dans une pose républicaine et poétique, pieuse, grandiloquente. Le monument Hugo, l'archétype Hugo, le père Hugo. Il y a un petit livre dont j'aimerais vous parler, un petit livre que je possède depuis longtemps, 128 pages, signé Jean Morel, maître de conférences honoraire à la Sorbonne, ancien professeur au Collège international de philosophie, publié en 1985 au PUF, Victor Hugo, philosophe. Voilà, donc je possède cet ouvrage, Victor Hugo philosophe, qui visiblement a été réédité en 2011 chez Arché sous le titre La bête qui pense, que je ne peux pas, étant un peu loin de Paris et des librairies philosophiques, je ne peux pas vérifier, consulter s'il s'agit bien d'une réédition, c'est l'information que j'ai en cherchant un petit peu sur Internet. Jean Morel était l'un de mes professeurs à Paris 1 dans les années 2000. Voici ce que je comprends peut-être de la thèse, ce genre de choses que je n'aime pas trop résumer. Victor Hugo n'a pas une philosophie. Il est une pratique vivante de philosophe franc-tireur. Un philosophe de système construit, argumente, conclut. Hugo disperse, provoque, contamine. Sa pensée obéit à ce que Morel appelle le principe anarchique de la dispersion de l'idée. Elle ne se fixe nulle part, elle traverse tout. Or, écrit Jean Morel, non seulement il est incontestable que Hugo affirme explicitement la volonté de penser, non seulement l'acte de penser et de faire penser est présenté par lui, obstinément, opiniâtrement, comme la seule et unique fin et utilité de son entreprise. Il suffit de lire les préfaces des poésies, du théâtre, des romans, si l'on n'a pas le temps de se reporter à ces aveux circonstanciés que sont William Shakespeare et tous ses textes en marge, ces tas de pierres que ce forcené ne cesse de jeter dans la mare de notre bonne conscience de trop bien pensants, inconscients que nous sommes de ne pas avoir compris que le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé, on marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête, mais, catégoriquement, faire un usage public de sa raison, éclairé, au sens le plus kantien du terme, est affirmé comme le sens le plus profond de la revendication du droit, qui se confond ainsi fondamentalement avec la revendication du droit de penser. Ce que dit Morel ici, c'est que Hugo affirme cela lui-même dans les préfaces, dans les textes en marge, obstinément. Faire un usage public de la raison au sens kantien du terme, éclairé. La plume comme arme, démolir en construisant et construire en démolissant, agitant les idées autant que les cœurs. Et cette ambition a été délibérément occultée, domestiquée. Les forces de récupération politique, pédagogique, culturelle ont apprivoisé Hugo pour ne plus avoir à le lire vraiment. Barricader son œuvre, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on a défait à sa place. Je poursuis par une lecture d'un autre passage. Le promontoire de la pensée. C'est totalement méconnaître l'ouverture pensante, la dimension physique et éthique proprement philosophique de l'hallucination hugolienne, en grec très rigoureusement le mot désigne un rapport à l'autre, que d'en faire une expérience psychologique. L'analyse des états de conscience, le subjectivisme pathétique fait tout simplement manquer l'humour de ce langage somnambulique qui cherche aussi bien à transgresser la logique positiviste d'un rationalisme substantialiste, propriétaire et calculateur, que l'irrationalisme mystifiant qui livre la conscience humaine à la transcendance religieuse. L'hallucination est l'autre nom de la hantise qui traverse tous les textes, déplace toutes les positions, fait bouger les personnages comme les choses, les animant d'un ébranlement migrateur qui destitue la prétendue stabilité de l'être. On comprend la charge de provocation subversive qu'il y a dans ces ruines anthropomorphes, innombrables, ces tours, ces maisons, toutes ces pierres qui regardent, s'ouvrent à l'inconnu avec des airs égarés. Il y a des heures où il semble qu'on voudrait entendre les pierres murmurer contre la lenteur de l'homme. Dans William Shakespeare. L'hallucination hugolienne, Morel prend soin de préciser que le mot grec désigne un rapport à l'autre,
pas un délire intérieur, n'est pas de la folie, c'est une ouverture. Penser chez Hugo, c'est toujours penser à distance de soi. Toute pensée est pensive, penchée défaillante. Elle ne se possède pas. Ni rationalisme positiviste, ni irrationalisme mystique. Autre chose, un langage somnambulique qui transgresse les deux. C'est pour ça qu'on ne sait pas quoi faire de lui, il n'entre dans aucune case. Dans la petite partie Le Ian de l'âne batté, Morel commence par citer un roman de Victor Hugo qui s'intitule L'homme qui rit, dont je vous avais déjà parlé il y a fort longtemps dans Comment passant. Ursus préférait Homo, comme bête de somme à un âne. Faire tirer sa cahute à un âne lui eût répugné. Il faisait trop cas de l'âne pour cela. En outre, il avait remarqué que l'âne, songeur à quatre pattes peu compris des hommes, a parfois un dressement d'oreille inquiétant quand les philosophes disent des sottises. Dans la vie, entre nos pensées et nous, un âne est un tiers, c'est gênant. Le démon de la démocratie, poursuit Jean Morel, s'il cherche l'aube à travers les prodiges, si ce contemplateur veut voir dans l'infini s'écrire des algèbres, ne doit-il pas jeter un regard en arrière sur le gouffre monstrueux plein d'énormes fumées et se pencher frémissant au puits des grands vertiges? Au fond du volcan, de ce profond abîme de flammes et de sang, cet empédocle doit remonter, ou plutôt redescendre vers la forme informe, vraiment obscure, défigurée et fumeuse de cet immémorial typhon, ce titan des titans qui ose affronter les dieux et qui gît écrasé précisément sous l'Etna. Atteindre ce géant, ce ténébreux, cette montagne à forme humaine, que l'on peut aussi nommer Phthos ou Léviathan, c'est pour le démon du démos, se retrouver soi-même sous l'écrasement de l'oppression qui prétend le rendre méconnaissable. Ce monstre des monstres est cette ombre fumeuse abyssale dont Socrate prétendait se garantir par la clarté de la connaissance de soi. L'âne chez Hugo, c'est le peuple. Pas le peuple qu'on amadoue avec des discours, mais le peuple obscur, volcanique, qui résiste sous l'oppression. Morel en fait le démon du démos, cette force que même Socrate ne pouvait pas domestiquer, qui attend, et qui dresse les oreilles quand les philosophes disent des sottises. Hugo pose là, dit Jean Morel, l'équation jamais résolue, la liberté compliquée par l'égalité. Ce n'est pas une question dépassée, c'est la seule qui compte dans une véritable démocratie. Victor Hugo, philosophe, Jean Morel, PUF, 1985, réédité sous le titre La bête qui pense, Arquet 2011, maladroitement, comme en passant.